Je vous présente mes invités tout d'abord. Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, porte-parole du Rassemblement national. Nelly Garnier, bonjour. Merci également d'être avec nous. Conseillère Les Républicains à la mairie de Paris. Valérie Gomez, bonjour. Députée et porte-parole de La République En Marche du Var. Et Maxime Thiebaud, bonjour également. Bonjour, docteur en droit public. Je voudrais qu'on commence par faire un petit tour de table justement sur cette violence terrible, sur ces jeunes, ce déferlement de violence. Laurent Jacobelli, on reste un peu sans voix quand on voit à quel point les choses peuvent mal tourner, à quel point la violence aujourd'hui est rentrée dans les mœurs chez beaucoup d'adolescents. Oui, c'est terrible. On voit des événements qu'on n'imaginait pas pouvoir se voir dérouler. C'est-à-dire que des mineurs préméditeraient, je prends toutes les précautions, le meurtre... Ils sont mis en examen pour voilà, ça. exactement. Le meurtre d'un autre mineur. Plus généralement, pour sortir un peu de ce cas précis, on voit qu'aujourd'hui, la violence, elle se répand chez les mineurs. Dans les milieux urbains, comme aussi dans les milieux maintenant ruraux, à l'école, dans la rue, dans les gangs, individuellement. Il faut se poser la question. Pourquoi aujourd'hui, la différence entre le bien et le mal semble moins bien perçue? Pourquoi les barrières sociétales aujourd'hui n'existent plus? Et je pense qu'il faut remettre en cause évidemment l'autorité de l'État, le principe de la discipline, de l'ordre républicain qui doit être à l'école, c'est-à-dire le respect de l'instituteur qui aujourd'hui malheureusement existe de moins en moins, et on voit avec combien de difficultés les professeurs font leur métier, mais aussi la peine exemplaire, c'est-à-dire que quand on voit que des mineurs qui agressent des policiers sont relâchés le lendemain matin, eh bien on envoie un signal qui est terrible. Le respect de l'État, ça n'existe plus, le respect de la nation, ça n'existe plus, les valeurs républicaines, ça n'existe plus. Et si on ne donne pas de repères aux jeunes, eh bien malheureusement, on voit tous ces phénomènes. Donc je pense qu'il faut ramener au cœur de l'école et au cœur de notre société l'ordre républicain, la discipline et l'autorité de l'État. Valérie Gomez, vous avez le sentiment qu'une perte de repères chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, avec une déficience du côté de l'école? Alors oui, il y a une perte de repères et puis il y a une banalisation de la violence, c'est-à-dire que c'est monté crescendo. Avant, on se battait avec les mains, aujourd'hui, on se bat avec des armes. Donc c'est ça qui est effrayant. Donc il faut en effet que l'on travaille tous ensemble pour essayer de remettre l'autorité au cœur du processus à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la famille, à l'école, et en effet qu'il y ait non seulement une politique de prévention, mais aussi de dissuasion qui soit de plus en plus active. Donc même si nous travaillons sur ces sujets depuis le début du mandat, il faut vraiment continuer en ce sens et réinvestir tous ces secteurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que la justice est adaptée à cette nouvelle violence chez les mineurs? On est en direct avec maître Nabila Belaïdouni. Bonjour maître, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la justice a les moyens de lutter contre cette violence des mineurs en particulier, une violence qui est de plus en plus présente? Alors, je considère effectivement que la justice a les moyens de lutter et de prévenir la violence des mineurs. En revanche, je pense que là où il y a un point de levier à faire, c'est que lorsqu'on parle de cyberharcèlement, tout le monde s'accorde à dire que c'est très grave, que c'est un délit qui porte atteinte à la santé mentale des jeunes. Alors quelque chose m'interpelle, on a un chef d'établissement qui accueille des élèves, des mineurs. Certains de ces élèves commettent un délit, visiblement, de cyberharcèlement, puisque des vidéos pornographiques ou des photos tournent sur les réseaux sociaux, ce dont ils sont informés. Et la seule chose, le seul procédé auquel ils font appel, c'est une sanction disciplinaire d'exclusion, c'est-à-dire qu'on vient exclure l'élève pour protéger l'établissement. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il est de la responsabilité de l'État et des chefs d'établissement de protéger nos enfants et de faire, lorsqu'ils ont connaissance d'une infraction, d'un délit qui est commis au sein de leur enceinte ou par des élèves qu'ils accueillent, ils ont obligation de dénoncer ces faits au parquet. Et ce qu'on pourrait mettre en place, selon moi, pour éviter ensuite de tomber dans un engrenage imprévisible et sordide, et duquel ensuite tout le monde effectivement s'attriste et crie au loup, mais il est déjà trop tard. Il faudrait peut-être mettre en place au sein des établissements scolaires un référent judiciaire qui peut être un personnel de la vie scolaire, un personnel dédié, qui serait formé à même de détecter et de prendre en charge effectivement ces faits qui sont de nature à porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou morale des enfants. Pourquoi est-ce que ça n'est pas fait? Pourquoi les élèves n'ont pas à disposition au sein de leur collège ou de leur lycée une personne, un référent? Ils vont les voir. Moi, je suis victime de cyberharcèlement. Voilà, je voudrais le signaler. En principe, c'est une obligation. Lorsque un enfant est en situation de danger, tout le monde doit faire un signalement au parquet. Pourquoi ça n'est pas fait? Le seul problème, maître, j'entends bien ce que vous dites, mais le signalement au parquet, ok, le parquet va être averti, et après, ça va très vite sur Internet. Le problème, c'est que la justice, quand elle est saisie, elle va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans le meilleur des cas, avant d'agir. On va signaler à Twitter, par exemple, qu'il faut enlever l'image. Twitter va mettre 2 mois à répondre. En fait, c'est trop lent, ça va trop doucement. C'est les lois qu'il faut changer. Il faut pouvoir retirer tout de suite ces images. Mais il y a des moyens de faire retirer ces images en référé ou en faisant des signalements sur des plateformes. Je crois qu'aujourd'hui, les moyens, on les a et tout le monde s'y perd. Il y a des plateformes...
Honnêtement, Maître, ça met des mois. Honnêtement, là, on est dans la théorie. Ça met des mois de faire retirer les insultes, de faire retirer des photos. Aujourd'hui, essayez de le faire, vous allez voir. Ça prend des plombes. Ça prend trop longtemps. Et ce qui est encore plus dommageable, c'est quand ça prend du temps et qu'on en vient à des circonstances dramatiques. Mais je crois qu'instaurer un référent qui puisse signaler de manière rapide à un parquetier dédié, pourquoi pas, des faits délictueux commis au sein des établissements, afin qu'ensuite le parquetier puisse convoquer ces jeunes pour un rappel à la loi, je pense qu'on aurait pu désamorcer et ne pas attendre un mois. D'ailleurs, on peut noter tout de même que même la survenue du Conseil de discipline est tardive. Un mois après les faits, c'est déjà très long. Ouais. Merci Maître Nabila Belaïdouni d'avoir été en direct avec nous. Maxime Thiebaud, docteur en droit public. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà, aujourd'hui, on est totalement désarmé face à ça. Averroès, c'est-à-dire un penseur de la Grèce antique, disait l'ignorance, l'absence de culture mène toujours à la violence. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que progressivement, depuis 20-30 ans, on a abandonné notre socle républicain, on a abandonné ce qui faisait qu'on respectait la vie humaine, des valeurs communes qui conduisaient tout simplement l'individu à respecter l'autre, à avoir de la tolérance, à comprendre autrui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a mis l'individualisme en exacerbation, on l'a mis au-dessus de tout, et on fait qu'aujourd'hui, les jeunes se retrouvent malheureusement confrontés à une absence complète de culture, où ils se disent, il y a moi je suis le meilleur, on m'a dit que j'étais le meilleur, on voit des gamins de 6 ans qui font la loi dans des classes de CP, c'est quand même totalement aberrant, et la seule chose qu'ils ont comme valeur, c'est leur téléphone, YouTube, les réseaux sociaux, où ils ne voient que de la violence. Et ils se disent, c'est la vie. Et en fait, vous savez, un jeune, c'est une coque vide. C'est quelque chose qui doit se construire. L'instituteur est là, les parents sont là. Le service national que je défends doit être là pour construire des individus. Et aujourd'hui, la seule chose qui malheureusement les construit, c'est des parents qui sont plus là. On a des familles qui sont totalement détruites. Et c'est les réseaux sociaux, c'est la violence, c'est les jeux vidéo. Quand vous voyez que des gamins de 10, 11 ans, moi j'aime bien GTA. Vous savez, c'est ce jeu-là où on se bagarre les uns les autres. Quand vous voyez que des jeunes de 10, 11 ans sont connectés en ligne et s'entretuent à s'envoyer des coups de bazooka, des coups de mitraillette. Quelle valeur vous pensez derrière qu'ils arrivent à avoir? Et je pense sincèrement que si l'État n'intervient pas pour faire des citoyens, c'est-à-dire des gens qui comprennent qu'ils sont dans une civilisation, dans une nation où on vit avec les autres, si on ne forme pas des citoyens, on forme des individus qui sont malheureusement, comme disait Gandhi, en train de revenir finalement à la loi. Excusez-moi, Maxime Thiebaud, quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre un grand-père parler, quoi. Non, mais excusez-moi, alors. Excusez-moi, mais vous êtes là, oh là là, cette jeunesse, mon Dieu. Moi, j'ai fait mon service national volontaire. J'ai fait un service national volontaire. Vous avez 30 ans, vous parlez. J'ai fait un service national volontaire. Quand tu te retrouves avec plein de personnes, que tu te retrouves à devoir tendre la main pour faire monter un camarade sur la planche, quand tu te retrouves en marche de nuit où tu es obligé d'aider le plus faible, tu fais naître une cohésion. Et c'est là où, même si tu as ton individualisme où tu arrives, tu dis tiens, ce mec-là, il a plus de muscles que moi, tiens, moi, j'ai plus de culture parce que j'ai fait grandes études, lui, il a fait un CAP. Les gars, dans cette histoire, ils ont 14 ans. Il n'aurait pas fait le service. Il n'aurait pas fait, ils ont 14 ans. Ils ont 15 ans. Ça va à la source, c'est-à-dire que même l'école ne fait plus ça. C'est-à-dire que l'école ne forge plus des individus qui vivent dans une nation. Aujourd'hui, vous avez des professeurs qui, malheureusement, n'inculquent plus. Vous avez par exemple, l'éducation civique. L'éducation, attendez, Nelly Garnier, parce qu'elle n'a pas parlé encore. Oui, moi, si vous voulez, aujourd'hui, on a l'histoire terrible du meurtre d'Alisha, mais il y a un mois, on aurait pu parler de Yuri. On peut aussi parler des guérillas urbaines, des phénomènes de rixes, de bandes, on va en parler. Tout ça, ça veut dire qu'on a un sentiment d'impunité totale chez les mineurs, qui est quand même un moment lié à la réponse pénale. Alors on peut faire des grands débats sur la culture, l'éducation, ce qui est important, c'est vrai. Mais à un moment, quand vous voulez marquer l'autorité, il faut qu'il y ait une réponse pénale. Et aujourd'hui, on n'a pas instauré un âge, une responsabilité pénale des mineurs. C'est-à-dire que ce qui joue dans la condamnation, c'est pas l'âge, c'est le discernement. Et donc, un jeune de 17 ans, il peut ne pas être condamné parce qu'on considère qu'il n'a pas le discernement. C'est pour ça qu'à un moment, quand vous voyez que vous avez les phénomènes de banque, que vous avez des phénomènes de délinquance propres à des mineurs isolés, comme on a à Paris, que vous avez ces phénomènes chez tous les mineurs, alors, vous faites tous le même constat. On a des phénomènes vous êtes à peu près tous d'accord sur le constat. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais il faut une réponse pénale. Moi, je veux dire, je regarde le gouvernement, qui fait son tour de France, les gros bras et tout musclés, parce que c'est quand même la politique du gouvernement. Vous parlez de Darmanin, pour être clair. Oui, de Darmanin et Castex, qui font leur petit tour de France médiatique à chaque fois, mais ils peuvent continuer, parce que chaque semaine, on aura un nouvel événement. Donc, à un moment, le rôle du gouvernement, c'est de donner des directives pénales pour qu'il y ait une réponse pénale propre aux mineurs.
il faut réarmer l'État qui a été désarmé par le quinquennat Hollande. D'abord, oui. Alors d'abord, il faut effectivement, au-delà de la politique d'éducation, au-delà de la politique d'investissement dans certains quartiers, il faut aussi une politique de sanction, il faut le dire, parce que la preuve de l'exemple, ça existe. Si le petit copain d'à côté a été condamné, vous hésiterez peut-être à faire une action que vous estimerez mauvaise. Ce qui veut dire baisse de l'âge de la majorité pénale à 16 ans, ce qui veut dire on ôte les aides sociales aux parents de délinquants pour montrer l'exemple, et ça veut dire que même pour les plus jeunes et les mineurs, on crée des peines de prison adaptées, peut-être une semaine, dans des prisons adaptées, bien évidemment, où ils ne sont pas en contact de dealers de drogue ou de radicalisés islamistes, où ils sont entre jeunes avec un personnel d'éducation et de surveillance spécialisé, pour leur montrer que quand on sort du droit chemin, eh bien la République riposte. Vous savez, la lâcheté est sûrement aujourd'hui la principale cause. La lâcheté des autorités de l'éducation nationale qui demandent aux professeurs de détourner le regard quand ils voient des signes de violence ou d'islamisation dans les classes. La lâcheté du système juridique qui, parce que les prisons sont pleines et qu'ils n'ont pas le temps, eh bien, part du principe qu'un mineur, même s'il a mis le feu à une voiture de police, peut retourner chez lui. Eh bien, toute cette lâcheté-là, aujourd'hui, on en paye le prix. Et il faut protéger tous les mineurs qui ne sont pas délinquants, qui sont quand même extrêmement majoritaires, de ce processus-là. La seule chose troublante quand même dans cette histoire et dans ce drame qui concerne la petite Alisha, c'est quand même que, a priori, c'est un garçon normal, c'est un garçon sans problème. C'était pas un jeune délinquant, ce garçon qui l'aurait tué, c'est un garçon normal. Regardez, les équipes de CNews sont là à interroger les voisins et les voisines de ce garçon, et ils expliquent que c'est un garçon gentil, souriant, parfait. Écoutez. Lundi, la mère de l'adolescent suspecté d'avoir assassiné Alisha a tapé à la porte de ses voisines pour demander de l'aide. Elle était toute blanche, je lui ai dit pas rentre. Et là, elle m'a raconté, elle m'a dit, mon fils et sa copine, ils sont venus me voir. Il a frappé une petite fille et qu'ils l'ont jetée à la Seine. Et je lui ai dit, mais il faut tout de suite appeler la police, quoi. Sa fille, amie depuis plus de 10 ans avec le suspect, n'arrive toujours pas à réaliser. Je veux pas y croire, parce que je le connais, je sais comment il est. J'ai grandi avec lui, j'ai été chez lui, il a été chez moi. Je sais comment il est, je le connais. Ses voisines décrivent un jeune homme peureux et sans histoire. On le connaît tous dans le quartier. C'était pas son truc, la violence. C'était pas un caïd. Il aimait le foot. Avant, quand il était plus jeune, il allait toujours au stade. Et c'est quelqu'un qui avait la joie de vivre, qui rigolait avec tout le monde, qui jouait avec tout le monde. Son ami d'enfance a remarqué qu'il avait changé depuis qu'il était en couple avec sa petite amie. Traumatisée, l'adolescente dort avec sa mère sur le canapé depuis le jour du drame. Valérie Gomez, c'est terrible parce que là, on n'est pas dans de la récidive, on n'est pas dans l'histoire d'un jeune homme qui se comporte mal, qui a des problèmes avec l'autorité, a priori. C'est un jeune homme normal. Ouais, il semblerait, enfin bon, il faut voir un petit peu les suites de l'enquête, mais c'est vrai qu'il semblerait que ce soit une histoire d'amour qui est mal tournée, quoi, hein, tout simplement, mais c'est horrible, les conséquences sont dramatiques, donc c'est vrai qu'il faut être vigilant, mais là, suite à votre reportage, on voit bien que même les proches ne pouvaient pas du tout se rendre compte. Mais en effet, c'est problématique. Maintenant, il faut travailler de toute façon sur l'ensemble. Alors c'est ce qui est voulu aussi à travers la réforme sur la justice des mineurs, c'est-à-dire des délais plus courts, des peines adaptées, et puis je crois aussi que dans des phénomènes de bande, il faut absolument arriver à isoler les jeunes pour justement qu'ils ne se retrouvent pas à nouveau dans les bandes. Alors justement, les phénomènes de bande, il y a eu à nouveau des incidents cette nuit à Lyon. Nouvelle soirée de tension dans le quartier Mermoz, c'est dans le 8e arrondissement, un quartier réputé sensible. Des véhicules ont été incendiés, des policiers et des pompiers sont tombés dans un guet-apens. Une nouvelle fois, ils ont été victimes de jets de projectiles. On va en parler dans un instant avec Julien d'Amboise, qui est à Lyon, qui est journaliste au service politique justice pour Lyon Mag. Auparavant, écoutez le secrétaire départemental SGP Police du Rhône, Ludovic Cassier, qui s'inquiète de l'embrassement continu ces derniers jours à Lyon. Et qu'il y a eu l'heure du couvre-feu, on a connu à nouveau 2 épisodes de violence urbaine sur le 8e arrondissement de Lyon. Violence urbaine, malheureusement, Lyon, on est habitué au niveau de certaines fêtes nationales, certains événements, malheureusement, comme partout en France. Par contre, ce phénomène où on voit différents quartiers connaître des violences urbaines de manière répétée sur plusieurs jours et différents quartiers, là c'est un fait relativement récent. Oui, ça c'est un fait récent. On part tout de suite en direct à Lyon où nous attend Julien d'Amboise, journaliste service police-justice de Lyon Mag. Bonjour Julien, merci d'être en direct avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir à Lyon précisément ? Bonsoir, bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Alors hier, à la tombée du jour, il y a eu plusieurs feux, incendies volontaires qui ont été allumés dans le 8e arrondissement de Lyon, dans le quartier Mermoz.
La fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les Lyonnais se sont donc rendus compte qu'il se passait bien quelque chose. Il y a eu donc une voiture incendiée, plusieurs poubelles. Et dans ce quartier, toujours du 8e arrondissement, les policiers ont été victimes de tirs de mortier d'artifice. Quand on y allait sur place peu après, il y avait beaucoup de CRS, de feux d'artifice qui étaient encore au sol. Ensuite, les policiers sont arrivés en nombre, aidés notamment par un hélicoptère. Très rapidement, le quartier de Mermoz a été complètement quadrillé par les forces de l'ordre. À noter que du côté de Fézin, cette fois, juste à côté, il y a eu également plusieurs voitures qui ont été incendiées, au moins 5. Un suspect a été interpellé. Julien, quand on s'est parlé hier, on avait eu le sentiment que les choses s'étaient calmées du côté de Lyon. Hier soir, ça a repris. Est-ce qu'on sait ce qui a pu provoquer cette reprise de ces voitures incendiées, de cette violence contre les policiers ? Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a eu aucune saisie de drogue importante dans le 8e arrondissement ces derniers jours. Alors, clairement, on pourrait penser que c'est du mimétisme après ce qu'il y a eu à la Duchère, à Rieux-la-Pape et donc à Bron. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que la tension reste vive dans ces quartiers et que ça peut répéter à nouveau ? Alors oui, tout à fait. On ne sait pas quelles sont véritablement les causes. En tout cas, il y a un fort déploiement de forces de l'ordre. Les 200 policiers annoncés par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui sont toujours sur place à Lyon au cas où il se passe quoi que ce soit. Effectivement, ce soir, ça peut se reproduire comme ça peut absolument pas se reproduire. C'était calme ces 3 dernières nuits, comme vous le disiez, Jean-Marc. Merci beaucoup, Julien d'Amboise, d'avoir été avec nous, journaliste service police-justice pour Lyon Mag et qui est sur le terrain tous les soirs. C'est pour ça qu'on aime bien l'avoir parce qu'il vit les choses et il est au cœur de l'actualité. Laurent Jacobelli, cette violence dans les banlieues, ces bandes comme ça qui s'attaquent aux policiers, qui brûlent des voitures. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? On a le sentiment que les policiers sont là, ça se calme, les policiers s'en vont, ça recommence. Non mais c'est terrible, c'est-à-dire que là on parle de Lyon, mais on pourrait parler il y a 2 jours de ce qui s'est passé à Épinal, où il y a eu des tirs de mortier sur des policiers, on n'en parle pas. Ce qui s'est passé à Vendeuvre, près de Nancy, où là aussi les policiers ont été agressés par une équipe de 20 personnes, c'est maintenant devenu quotidien, c'est-à-dire que... À tel point que les médias en parlent très peu, hein. Honnêtement, ce qui s'est passé hier soir à Lyon, on l'a quasiment pas vu dans les médias. Une chaîne d'infos non-stop sur les émeutes. Donc l'ensauvagement de la société aujourd'hui, la violence de la société aujourd'hui est une réalité. Et pourquoi ? Parce que c'est un cocktail explosif, le cocktail de la démission de l'État, le cocktail du laxisme judiciaire et le cocktail de l'immigration. Vous avez des quartiers extrêmement communautarisés où ce qui fait lien, ce n'est plus la nation, c'est soit une religion, soit pour d'autres le trafic. Et donc on ne reconnaît pas les valeurs françaises, même on déteste la France et donc ses représentants que sont les policiers, les pompiers. Et puis vous avez une justice laxiste. À Beauvais, il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, quelques jours, il y a eu pareil, des émeutes contre des policiers. Ils ont attrapé 4 voyous. 2 de ces voyous ont été condamnés à de la prison ferme. 8 mois et 6 mois. Ils n'ont pas été écroués. Au moment où je vous parle, ils sont tranquillement chez eux. La seule peine réelle qu'ils ont eue, c'est 135 € d'amende pour non-respect du couvre-feu. C'est-à-dire que tant que la priorité, aujourd'hui, de notre gouvernement sera d'envoyer des forces de police, des CRS sur les quais de Seine pour empêcher les gens de se balader et non pas d'envoyer des CRS dans les banlieues, eh bien, on aura ce problème. Là aussi, c'est le pas de vague. Là aussi, on ne veut pas d'émeutes. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas revivre 2015. Parce que certains maires tiennent à leur électorat communautarisé. Eh bien, tout ça doit cesser. Il faut maintenant un État fort et clairement, aujourd'hui, le gouvernement n'en est pas capable. Valérie Gomez, députée En Marche. Je ne peux pas accepter cette critique parce que c'est vrai qu'il y a eu un désinvestissement au niveau de la police, au niveau des forces de l'ordre, au niveau de la justice pendant plus d'une décennie. Aujourd'hui, depuis le début du mandat, on a remis des moyens déjà matériels au niveau de la police pour qu'ils aient des véhicules, des commissariats décents, etc. Parce qu'il y a quand même le b.a.-ba, quoi. On s'est quand même engagé à ce qu'il y ait 10 000 forces de l'ordre supplémentaires. Mais vous voyez ces violences dans les banlieues, ça pèse quand même. Bien sûr, mais ce que je veux quand même répondre sur l'attaque politique, parce que mais ça n'a jamais été les 8% en plus du budget de la justice, c'est quand même nous, je veux dire. Donc il faut quand même, au bout d'un moment, la France de Macron, c'est la France du chaos. On le voit tous les jours. C'est la France de l'anarchie, madame. Très bien que c'était sous-jacent. Vous sentiez très bien que, de toute façon, voilà, que ce soit les gilets jaunes. Mais ce qui m'ennuie aussi, c'est que vous mélangez, c'est-à-dire la police qui va sur les quais de la Seine par rapport à la crise sanitaire et les violences. On ne peut pas tout mélanger non plus. Mais il faut aussi qu'il soit là. Je suis désolée. Donc il y a aussi
priorité, il y a des urgences de partout et c'est essentiel. Maintenant qu'il faille aller plus loin et qu'il faut qu'une meilleure coordination entre la police et la justice est un fait, qu'il faut des sanctions peut-être plus exemplaires aussi, et c'est en ce sens qu'il faut ce qui est étonnant, et là je rejoins Laurent Jacobelli, c'est cette image de voir cette armée, entre guillemets, de policiers qui a débarqué sur les quais pour contrôler les masques. Ils étaient plusieurs dizaines, alors que pendant ce temps, ça pétait à Lyon. Excusez-moi, on peut être un peu surpris. C'est pas au même endroit, et voilà. Non, mais justement, il faut peut-être les envoyer là-bas. Oui, mais bon, après, c'est des choix locaux. Non, mais moi, je pense qu'il faut se rendre compte que vous êtes inaudible quand vous parlez de on a augmenté le budget de 8% ou de on a mis tant. Vous savez, regardez ce qu'a été la politique de la ville. On a mis des milliards sur des quartiers, on a donné des coups de peinture sur des ghettos qui sont au bord de l'explosion. Donc la question, je pense qu'on est moins dans une logique de budget et personne ne vous croira en disant regardez ce qu'on a mis. On est à un moment, quelle est notre vision, quelle est notre politique globale aujourd'hui? Il y a deux choses, oui, il faut essayer de tenir ces quartiers qui sont des quartiers, enfin, vous envoyez des policiers, vous rajoutez des soldats à la guérilla urbaine, hein. C'est ça, pendant quelques jours. Mais il faut essayer de rétablir l'autorité. Mais donc on le fait pas. Et puis, attendez, je comprends pas. Il faut sécuriser. Non mais attendez, imaginez, pensez, vous voyez ce que vivent. Oui, il faut sécuriser, mais on ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est ces ghettos qu'on a laissé se créer, qui sont explosifs. C'est les gens qui y vivent et qui subissent ça, parce qu'on montre les incendies, mais on montre pas tous les gens qui sont calfeutrés chez eux et qui n'en peuvent plus. Créer, hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Que vous avez laissé créer, vous dit Valérie Gomez. Peut-être qu'il y a une responsabilité collective. Mais oui, peut-être qu'il y a tout parti confondu. Peut-être l'ANRU, on a déversé des milliards pour redonner des coups de peinture sur des ghettos. Et à un moment, il faut casser ces ghettos. Il faut une vraie politique de. Non, mais je suis désolée. Il faut casser. Il faut casser ces ghettos et il faut réarmer l'État d'un point de vue de directive pénale. Quand vous reprenez le rapport Aubin, c'était, on constatait ce qui se passait dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, et les ministres, qui étaient de droite pour le coup, ont dit pas de vague. Là, pourquoi aujourd'hui on a rien qui se passe réellement? Pourquoi on envoie un détachement de CRS, on essaie de calmer les banlieues, et on fait comme ça, on saute comme une puce de banlieue en banlieue? C'est parce que Emmanuel Macron n'a surtout pas envie, en pleine crise Covid, d'avoir une crise des banlieues. Donc il veut pas résoudre le problème. Donc il met le couvercle, il met le couvercle. Le problème, c'est qu'il y a un vrai sentiment d'injustice qui est en train de se créer. Ça, il faut le voir. C'est-à-dire que moi, j'étais sur les quais de Seine samedi, vous posez, ils viennent presque avec 1 mètre pour voir si vous n'avez pas 2 mètres de distance. Et on était à moins de 2 mètres. Et là, moi, j'ai vu un policier faire un écart de jambes pour vraiment regarder si on était à 1,50 m ou 2 mètres. Et on n'était pas à 2 mètres. Ils ont dit, allez, circulez, sinon c'est 135 € pour non-respect des mesures. Donc il est là le problème. Ce sentiment d'injustice est réel. Quand vous rentrez le soir, que vous mettez CNews et que vous voyez que ça flambe dans les banlieues, alors que l'après-midi, sur l'île de la Cité, on vous a dégagé parce que vous étiez à 1,38 m de votre voisin de droite, je suis désolé, il y a un sentiment d'injustice. Valérie Gomez, là-dessus, une réponse. Oui, enfin, je l'entends, hein, je peux le comprendre, mais je crois encore une fois qu'il ne faut pas opposer la nécessité de faire face à cette crise sanitaire et la violence des banlieues. Il faut être sur les deux. Maintenant, oui, il faut être sur les deux. Maintenant, quand on me dit que l'argent qu'on a mis sur la table, c'est inaudible, je pense que quand on parle aux juges ou quand on parle aux policiers, eux, ils entendent bien et ils savent les moyens qui ont été mis. Maintenant, il faut que les moyens, se ressentent. Maintenant, il faut que les moyens se ressentent sur le terrain et dans l'action. Ça, c'est certain. Il faut maintenant une politique du résultat. Et c'est vrai, pour rejoindre Maxime Thiebaut, qu'on a l'impression que ce gouvernement est dur avec les honnêtes citoyens, c'est-à-dire que vous roulez à 82 au lieu de 80, vous aurez un PV, vous balader sans masque, vous avez 135 €. Par contre, quand vous êtes un dealer et que vous tapez des policiers, vous êtes le lendemain chez vous. Il faut sortir d'une spirale infernale. C'est le président de la République qui, par électoralisme, va sur brut et dit qu'il y a des délits de faciès de la part de la police et que la police est violente, voire raciste. Il ne faut pas s'étonner que le lendemain, des gens se sentent légitimés à attaquer la police. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui croit que par des tweets magiques, il va régler la situation. Malheureusement, il n'en est rien. Et vous avez en troisième lieu un ministre de la Justice dont la première visite a été vers des mineurs multi-récidivistes pour jouer au baby-foot et qui nous explique que sa politique doit être de vider les prisons. Est-ce que vous croyez, madame, très sincèrement, que le signal qu'on envoie aux racailles de banlieue, c'est on va rétablir l'ordre? Non. Enfin, là, vous êtes dans votre registre, vous me sortez une phrase de brut sur une interview qui a duré je ne sais pas combien. Non, mais c'est pas. Vous voyez bien que ça s'enflamme. C'est pas ça, voilà, mais c'est pas. C'est votre discours qui enflamme les choses des gens. Parce que vous êtes dans votre registre de sortir des phrases d'un contexte. Je vous rassure, vous ramènerons l'ordre. C'est même pas une réponse pénale, c'est une réponse nationale. Tout à l'heure, je citais Averroès, qui n'est pas un penseur grec, mais un penseur andalou. Excusez-moi. Il y a la violence. Quand on parle de la violence, c'est intrinsèque. La violence, elle est forgée par l'ignorance, c'est forgée par l'absence de
de culture. Quand je dis qu'il ne faut pas une réponse purement pénale, mais une réponse nationale. Quand vous attrapez un jeune, vous n'allez pas le mettre en prison, forcément pour le mettre en prison, parce qu'il a fait cette erreur. Surtout quand c'est la première fois qu'il prend un mortier. Non, ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr, s'il a fait un crime de sang. Voilà, c'est pas un sac. Il faut le recadrer. Et moi, je crois, mais je suis convaincu, mais au fond de moi-même, et je vous en prie, Madame la députée, vous êtes au pouvoir, donc c'est le moment, je suis convaincu que le service national est le meilleur moyen face à des jeunes qui sont sortis de l'éducation nationale, on ne va pas les remettre à l'école, et qui peuvent avoir une réponse. Nos militaires sont très bons pour ça. Ils peuvent reforger une cohésion. Si vous mettez les jeunes ensemble, je suis convaincu que vous refaites nation. Mais c'est malheureux. Enfin, je regrette, par exemple, le SNU, qui est une bonne idée, Gabriel Attal a défendu, mais c'est un truc, enfin, on dirait, vous savez, les chasseurs de fantômes, là, les Budbusters, là, ils ont des petites casquettes, ils se promènent, ils vont voir Papy-Mamie pour donner des masques. Je suis désolé, c'est insuffisant. Pour faire nation, pour que les gens se ressentent dans la nation française, qu'ils soient dans les banlieues, qu'ils soient dans le monde rural, qu'ils soient partout, peu importe, il faut un moment qu'ils se retrouvent derrière des valeurs communes. Et c'est ça qui manque, Et le rapport Aubin disait, très bien, et ce matin, M. Aubin est passé sur votre chaîne et l'a rappelé, tant qu'on sera dans la logique du pas de vague, il faut surtout pas qu'on bouge, parce qu'il faut que le proviseur il ait la bonne mutation dans le bon lycée qu'il veut, parce qu'il faut surtout pas que dans les banlieues ça flambe, parce qu'il faut surtout pas qu'à tel endroit il y ait tel problème. Tant qu'on sera dans cette logique-là, il est certain qu'on résoudra aucun problème. Oui, Maxime Thiebaud, un dernier mot et après on va avancer. Mais nation, ça rime avec assimilation. Et le problème, c'est qu'on voit avec les mineurs isolés, on voit avec l'immigration massive. Aujourd'hui, notre machine à assimiler ne fonctionne plus. L'école ne fonctionne plus. Il y a des gens qui arrivent avec le radicalisme, musulman, etc. Et à vouloir ouvrir les frontières extérieures, on a créé à l'intérieur de la France d'autres frontières, celles de quartier, celles de zone où la France et la République ne sont plus représentées. Ça fait 30 ans qu'on a abandonné nos frontières. Allez, autre sujet plus politique cette fois, c'est ce sondage qui a été publié ce matin par l'Institut Lab et nos confrères de BFM TV qui indique que 48% des Français estiment la victoire de Marine Le Pen possible en 2022. Pour être très précis, 43% décrivent cette victoire comme probable et 5% comme certaines. Et c'était intéressant parce qu'au même moment, il y a eu cette déclaration d'un journaliste de France Télévisions qui s'appelle Samuel Etienne, que vous connaissez peut-être, et qui a une émission sur le réseau social Twitch. Et il a annoncé hier qu'il ne recevrait personne du Rassemblement national. Je vous propose de l'écouter. Il explique pourquoi et puis on va en débattre juste après. En tant que citoyen chez moi, oui, je ne vais pas recevoir de représentants du RN. J'ai un copain journaliste qui me dit « j'espère qu'ils ne vont pas te saouler avec ça ». J'assume. C'est particulier Twitch. C'est à la fois un média et puis c'est pas un média. C'est un média, mais c'est chez moi. Moi, je me sens pas de recevoir des gens du Rassemblement national chez moi. Voilà. Donc bon, je l'assume. Je sais pas. Je serais peut-être critiqué sur ça, mais voilà, à un moment, il faut. À la maison, je suis moi et je suis citoyen. Donc voilà, tant pis. Je vais pas recevoir les gens qui, pour moi, je joue pas le rôle républicain. Je suis à la maison. Je veux pas que certains de ces élus qui incarnent pas les valeurs dans lesquelles je crois, eh bien, croisent mes enfants et mon épouse. Voilà. Donc ça, je le dis. Je l'assume totalement. Voilà. Je suis citoyen et je suis journaliste. Bon, donc j'assume. Voilà, Laurent Jacobelli, bien évidemment, c'est vers vous que je me tourne en premier. Comment vous réagissez quand vous entendez Samuel Etienne, qui est journaliste à France Télé, et même s'il fait bien évidemment cette émission sur Twitch à titre personnel, il reste journaliste France Télé. Oui, il y a beaucoup de Français qui le reçoivent tous les soirs dans leur salon, quand il anime Question pour un champion, et parmi eux, il est très probable qu'il y a des électeurs du Rassemblement national. Si demain, il ne le regarde plus, eh bien, son salon dont il parle, eh bien, il ne pourra plus se le payer. Je pense qu'il a une forme d'injustice dans ce qu'il dit, de mépris, et puis de déni de la réalité. Moi, j'ai envie de lui dire, mais Samuel, vous m'avez reçu 4 fois à France Info, nous avons discuté avant et après l'émission, nous nous sommes même entendus sur certains sujets. Je pense que pas une fois vous avez vu chez moi ou un quelconque élu du Rassemblement national quelque chose de non républicain. J'ai moi-même produit pendant 4 ans Question pour un champion. Nous avons beaucoup de points communs. Je peux voir votre femme et vos enfants, je ne leur ferai pas de mal. Au contraire, toute ma vie est consacrée à les protéger de la violence dont on vient de parler, de les protéger du chômage qui les menace par la mondialisation. Donc vous faites erreur, peut-être même que vous avez juste voulu faire le buzz. N'oubliez pas que les Français, 1 sur 2 dans les sondages qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen, sont aussi ceux qui payent la redevance et qui vous permettent de manger très confortable et de vivre très confortablement tous les mois. Donc ouvrez un peu votre esprit. Message directement à Samuel Etienne, mais ça vous blesse d'entendre ça? Je veux pas que les gens du Rassemblement national croisent ma femme, croisent mes enfants. Honnêtement, humainement, on sort même en enlevant l'étiquette un peu politique,
Ça vous blesse? Jean-Marc, comment est-ce que vous croyez qu'on peut réagir quand on se bat tous les jours soi-même sur le terrain pour essayer de défendre ces valeurs républicaines dont on parlait tout à l'heure? Nous sommes aujourd'hui les garants de cette République, nous sommes les garants de cette nation, nous en sommes les remparts. Et sur tous les sujets, l'insécurité, l'immigration, le localisme, c'est-à-dire la fin de la mondialisation échevelée, la crise qu'on vient de traverser ou qu'on traverse encore, a montré que nous avions les bons diagnostics, et que probablement les bonnes solutions. Est-ce que cette peur de nous voir arriver au pouvoir amène à dire des horreurs, comme ce qui vient d'être dit? Il y a un terrorisme de la pensée qu'il faut condamner parce que la démocratie c'est beau, parce que les élections c'est ce qui fait que quelqu'un est élu ou pas, et que chaque citoyen, qu'il soit RN, LR, PS ou ce que vous voulez, a le droit de s'exprimer. Cette fatwa contre les électeurs et les dirigeants et les cadres du Rassemblement national me paraît anachronique et je crois que plus personne n'y croit. Nelly Garnier, comment vous réagissez quand vous entendez ça? Alors, je le rappelle, vous êtes républicain, donc vous n'êtes pas du Rassemblement national, vous êtes les Républicains, donc c'est intéressant d'avoir un avis un peu extérieur, et je demanderai à Valérie Gomez après. Oui, et je vais vous dire, sur un sujet comme ça, j'ai pas envie de vous faire une réponse de parti formatée, parce que moi, ça touche à ce qui a été le fondement de mon engagement politique. Alors, on a tous vécu 2002 différemment. Moi, j'étais au lycée, en banlieue parisienne, et tout autour de moi, j'avais tous mes camarades de classe qui étaient très majoritairement à gauche, qui disaient « Ah mon Dieu, vous avez vu Jean-Marie Le Pen au second tour, j'ai honte pour la France, ces gens ils sont haineux, ils sont racistes, j'ai honte d'eux ». Et moi, je suis née à Grande-Synthe, vous savez, c'est à côté de Dunkerque, je suis née dans ces territoires désindustrialisés. Et en 2002, le choc qu'on a eu, c'est que par exemple, Jean-Marie Le Pen, il a fait un très gros score par rapport au national dans ces territoires-là. Et moi, quand j'ai vu ce Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, j'ai pas eu honte des gens qui avaient voté pour lui, j'ai eu honte pour la gauche. Parce que je me suis dit, en fait, ils ont abandonné ces territoires, ils ont abandonné la question du travail, ils ont abandonné ces classes populaires. Et c'est pour ça que, après, ce qui a été mon histoire personnelle, quand Nicolas Sarkozy est arrivé sur la question du travail, du mérite, aussi du contrôle de l'immigration, aussi de la sécurité pour tous, aussi dans les quartiers populaires, j'ai eu un engagement personnel politique à droite. Et vous le savez, j'étais la directrice de campagne de Rachida Dati à Paris aux dernières élections municipales. Et la liste qui était soutenue par le Rassemblement national, elle a fait 1% à Paris. Et bien sûr, le RN est faible à Paris, mais croyez-moi, les scores aux européennes à Paris du Rassemblement national, c'était pas 1%. Ça veut dire qu'il y a des électeurs du Rassemblement national qui nous ont fait confiance sur ces élections municipales et qui ont voté pour nous. Et moi, j'en suis fière. J'en suis fière qu'ils nous aient fait confiance, parce qu'on est allé dans tous les quartiers, on a parlé de tous les sujets, et d'ailleurs dans ces quartiers... On se bat comme ça contre le Rassemblement national, c'est ce que vous voulez dire? Non, laissez-moi finir s'il vous plaît. Non mais laissez-moi finir. Non mais laissez-moi finir. Dans ces quartiers, c'est pas le Rassemblement national qui est haut, c'est l'abstention qui est haute. C'est l'abstention parce que ces gens ne croient plus à la réponse politique. Alors moi j'admets, parce que en plus je suis jeune, j'admets que ma famille politique comme d'autres ait pu faire des erreurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, la diabolisation a montré son inefficacité. Et le vrai sujet, c'est effectivement de débattre on est en démocratie, tout le monde a le droit de débattre. Qu'un journaliste de France Télévisions tienne ses propos. Alors, je vais vous dire, j'ai un autre sujet. Twitch, c'est un réseau social, c'est pas la télévision. Oui, c'est lui. Elle veut pas non. Alors moi, je vais vous dire... Honnêtement, Nelly Garnier, honnêtement, s'il a du succès sur Twitch, et si les gens vont le voir sur Twitch, c'est parce qu'ils connaissent de France Télévisions. Parce que des gens sur Twitch, il y en a des milliers, personne les écoute. À débattre avec tout le monde. Moi, je ne méprise personne, je ne méprise aucun parti, je ne méprise aucun électeur. Et je pense que c'est par le débat qu'on arrive à convaincre les Français. Alors, par rapport au choix de Samuel Etienne, moi, je considère qu'il a le droit, c'est sa liberté. Il choisit justement un autre moyen d'expression pour avoir cette liberté et il reçoit qui veut chez lui. Et si, quand il est à la télé, il a des obligations, lorsqu'il est sur ce mode de communication, eh bien, il fait ce qu'il veut et c'est sa liberté. Donc déjà, ça, je le respecte. Et en ce qui concerne le... quand même de dire, j'ai pas envie... Enfin, excusez-moi, c'est un état d'esprit de dire, j'ai pas envie qu'un représentant du Rassemblement national croise ma femme et mes enfants. C'est étonnant comme état d'esprit quand même, non? La diabolisation qui existe. Il a le droit, personne dit qu'il n'a pas le droit. Voilà, c'est étonnant. De dire et de le faire. Ça vous choque pas en tant qu'élu de la nation, en tant qu'élu républicaine, ça vous choque pas? Est-ce que vous vous sentez en danger en ma présence? Moi, je me sens pas en danger en votre présence. Vous êtes même, je dirais, un des motifs de mon engagement en politique, puisque dans le Var, c'est un combat politique, mais je vois pas pourquoi on l'obligerait à recevoir certaines personnes. Bon, il s'agit là d'un parti politique. Ça s'appelle la démocratie, peut-être. Il choisit. Non, on est sur un certain nombre de débats.
spectateurs, c'est plus la attention, démocratie, ça me madame. gênerait à la télévision, ça me gênerait sur tous les médias réglementés, je dirais. C'est-à-dire Pas sur un qu'il réseau. refuse de les voir, il refuse de les recevoir à l'extérieur, mais il fait semblant qu'il est content de les recevoir à la télé. Bah, écoutez, C'est ça, en fait. peut-être. Je précise qu'on a proposé à Samuel Etienne d'être en direct aujourd'hui pour s'expliquer, il n'a pas voulu. Maxime Thiébaut. Je trouve qu'il est loin de la charte de Munich. Vous savez, c'est la charte qui fonde l'engagement déontologique des journalistes. Normalement, les journalistes, ils doivent faire preuve d'ouverture d'esprit, doivent essayer de chercher la vérité, doivent comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et je trouve, malheureusement, après, il est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve que c'est dommage parce qu'il n'envoie pas une belle image de cette profession qui devrait être celle, et en tout cas, quand on est chez France Télévisions, qui devrait être celle simplement de dire, voilà, j'assume qu'il y a des gens différents, j'assume de faire jouer les idées. Et l'excuse de dire, je veux pas qu'il croise mes enfants, il croise ma femme, etc. Je suis désolé, mais c'est lui qui a fait rentrer le public chez lui. C'est lui qui a mis Twitch chez lui, c'est lui qui a fait venir un ancien président de la République, qui va faire venir le Premier ministre. Moi, je suis désolé, si je ramenais Monsieur Castex chez moi pour faire du Twitch, je peux vous dire que j'en connais un qui ferait la tête parce qu'il me dirait, mais qu'est-ce que tu viens faire de la politique à la maison? Notre maison, c'est notre lieu privé, tu fais de la politique ailleurs. Bon, et c'est ça, c'est-à-dire que je trouve qu'il est sur un deux jeux, c'est-à-dire que d'un côté il fait de la politique mais en même temps il veut pas, et en plus il envoie, et là je suis d'accord avec vous, il envoie un message qui est vraiment très négatif, parce que si on veut combattre les idées du Front National, libre à chacun de faire ce qu'il veut, Rassemblement national. Du Rassemblement national, il faut le faire sur le fond. Comme vous le faites très bien, Madame la députée, mais on ne le fait pas comme ça sur la forme, parce qu'au contraire, je pense que là, ils vont faire monter le sondage qui donne des chances à Mme Le Pen de gagner. On passe au Covid. À Samuel Etienne, on n'a pas besoin de lui aujourd'hui. C'est-à-dire que les Français, vous avez cité un certain nombre de sondages, ont compris que Marine Le Pen était l'alternative et c'était la porte de sortie de la crise que nous vivions en 2022. Là, c'est une page de publicité. On va vous la facturer. Je voudrais dire quelque chose quand même à Samuel Etienne. D'abord, il y a un moment où il est insincère. Quand il m'a reçu à France Info, il m'a dit, je suis ravi de vous recevoir, merci d'être venu. Donc, soit il ment à France Info, soit il ment quand il est chez lui, mais il y a un moment, c'est un problème. Et moi, j'ai pas de problème à discuter avec lui, j'aimerais le convaincre. Et moi, je l'invite chez moi, s'il veut faire un Twitch chez moi. Moi, je n'aurais pas honte de le recevoir. J'ai pas de problème, même si apparemment on pense pas pareil. J'ai du respect pour lui parce que c'est un Français, un être humain, et que je préfère le débat à la diabolisation. Voilà, et que je le redis, de toute façon, le Rassemblement National, c'est un parti autorisé, c'est un parti légal en France, c'est un parti républicain, il n'y a pas de raison de ne pas donner la parole au Rassemblement National quand on donne les autres. Et en plus, encore une fois, Samuel Etienne, il reçoit chez lui Jean Castex dimanche, donc on ne peut pas dire qu'on ne fait pas de politique. Et à partir du moment où Jean Castex va chez Samuel Etienne, c'est pas parce que c'est Samuel Etienne, c'est parce que c'est un journaliste de France Télévisions qui fait des choses et qui a de l'impact. Donc c'est un peu trop facile à mon sens de dire « Ah ben non, mais là je suis à titre personnel ». Puis moi, on m'a toujours appris que journaliste, on l'était tout le temps. On l'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un jour on est journaliste et le lendemain on est plombier. Ça n'existe pas. Qui vient des lecteurs du Rassemblement National. Allez, on va parler de la Covid-19 avec ce nouvel afflux de patients en Ile-de-France. Des hôpitaux qui sont saturés, la pression est très forte, les services sont quasiment saturés, les soignants sont épuisés. Ce soir, Olivier Véran va prendre la parole à 18h. Est-ce qu'il va dire quelque chose d'important ? Les premiers indices, c'est que non, puisque Jean Castex n'est pas là, donc a priori, il ne devrait pas annoncer grand-chose. Nouvel afflux de patients en Ile-de-France, reportage France 3. Les temps de pause se font rares et les heures supplémentaires s'accumulent. Dans ce service de réanimation à Boulogne, le nombre de patients continue d'augmenter. Le moral des soignants, lui, est à rude épreuve. C'est très difficile. Nous sommes très déconcertés de voir qu'un an après, la situation reste extrêmement tendue et compliquée. On a dans les pattes encore toute la fatigue et tout ce qu'on a vécu depuis une année jusque-là. Et c'est angoissant. C'est angoissant. Dans le service, 12 malades du Covid sont intubés. Les décès sont quasi quotidiens. Impossible pour le personnel de s'y habituer. Quand on est soignant, on ne se dit pas, voilà, je vais m'occuper d'un patient et peut-être qu'il ne va pas s'en sortir. Là, on se dit peut-être à 80%, il ne va pas s'en sortir. Après, les conditions pour prendre en charge la famille aussi, enfin, on n'a pas fait ce métier pour mettre quelqu'un dans une housse et qui ne voit plus la famille. Enfin, je sais pas. Rien d'y penser, ça va.
Voilà, l'Île-de-France avec cette tension. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Il y a des inquiétudes en Île-de-France. Vous dirigez en plus une clinique médicale. Il y a des inquiétudes aujourd'hui. Alors, il y a une double inquiétude. La première, c'est effectivement l'afflux de nouveaux patients, mais on savait que ça allait arriver. Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours, on a parlé du retour des franciliens après les vacances, et donc d'1,5 million de personnes qui rentraient et de l'ouverture des écoles. Conséquemment, il était normal qu'on ait plus de contamination. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tests salivaires qui sont faits dans les écoles par des laboratoires privés sur l'impulsion des mairies, et ces tests salivaires montrent que pas mal d'enfants sont contaminés, donc contaminants. Donc ça veut dire que le phénomène auquel on assiste à l'heure actuelle, c'est probablement le phénomène qu'on attendait, avec une montée relativement inquiétante des contaminations, et pourtant, malgré l'épuisement des soignants, malgré la saturation des hôpitaux, on tient à peu près encore, surtout si le ministre annonce la possibilité de faire des déplacements dans d'autres endroits qui ne sont pas touchés. Aujourd'hui, l'Île-de-France... Déplacer les patients, pour être mais aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est quasiment l'Île-de-France, l'incidence est supérieure au Grand Est, donc aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est l'îlot d'inquiétude du gouvernement, et donc, on pourrait s'attendre, à un moment donné, à ce que devant le débordement, il n'arrive pas à tenir, malgré la volonté du président de tenir quoi qu'il en soit. Vous voulez dire qu'il est possible qu'à un moment donné, il soit obligé de confiner? Vous savez, je vous ai parlé du chiffre magique des 4500 à 4800 lits de réanimation occupés en France. C'est un seuil au-delà duquel il devient difficile de ne pas entreprendre de nouvelles mesures. Alors, il y a déjà un département qui a été fermé en couvre-feu et en confinement le week-end. Ça pourrait arriver. C'est beaucoup plus difficile en Île-de-France, mais quand on regarde le niveau de contamination en Seine-Saint-Denis, c'est franchement extrêmement inquiétant. On est à 440 de taux d'incidence, franchement très inquiétant. Est-ce que le gouvernement a raison de tenir? Écoutez, et de ne pas aller vers le confinement? C'est un choix. On a entendu tout et n'importe quoi. On a entendu ceux qui voulaient absolument fermer, ceux qui voulaient absolument pas fermer. Ils ont pris un chemin au milieu qui est de dire on va tenir le plus longtemps possible. Et je rappelle que les deux marqueurs de Macron, c'était depuis le début de cette crise, un, il va falloir apprendre à vivre avec le virus, et deux, quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte a été à peu près réglé. On va vivre avec le virus, c'est la situation qu'on vit à l'heure actuelle. On observe quand même, pour être positif, un léger plateau depuis hier sur la réanimation et une légère diminution. Est-ce que c'est la vaccination qui commence à rattraper la contamination? C'est pas impossible. Laurent Jacobelli, il a raison de tenir, le gouvernement? Écoutez, le confinement, c'est quand tout le reste a échoué. Donc pour l'instant, moi je suis plutôt heureux qu'il n'y ait pas de confinement. En revanche, effectivement, donc les signaux... Vous validez la stratégie du gouvernement pour l'instant? Avec les informations que j'ai probablement beaucoup moins d'informations que le ministre de la Santé et que le président de la République. En revanche, ce que je ne valide pas, c'est le fait qu'on ne prépare pas le fait qu'il n'y ait pas demain une obligation de confiner. Et moi je vois que sur les dossiers de fond, ça n'avance pas. Sur la création de lits de réanimation, les promesses de M. Véran, aujourd'hui on n'en a pas vu pas une seule création depuis 1 an. Et c'est dommage, parce qu'on voit bien que les virus mute, que l'épidémie fait des hauts et des bas et qu'on n'est pas forcément sorti de l'auberge. Donc il faut préparer l'avenir. Je vois que sur la stratégie de vaccination, on est encore le mauvais élève de l'Europe qui elle-même est le mauvais élève du monde occidental. Et donc il faut maintenant accélérer sur l'achat de vaccins. Pourquoi pas en direct, en libérant ces chaînes de l'obligation de passer par l'Union européenne. Et puis rétablir la liberté de prescription aux médecins, parce qu'aujourd'hui on n'essaye toujours pas de soigner. Donc, si vous voulez, tous ces indicateurs-là laissent penser quand même que le travail de fond n'est pas fait. Alors oui, toutes les semaines, on a une conférence de presse, on avance, on recule le couvre-feu, on nous donne des échéances, parfois à 2 jours, parfois à 3 semaines, mais enfin, il y a quand même des étudiants qui à 70% ont le moral dans les chaussettes, une PME sur 2 qui menace de fermer, et des restaurateurs qui n'en peuvent plus. Mais là, quand on vous dit que ce week-end, par exemple, ça a été un succès, la vaccination, qu'est-ce que vous dites? Oui, pendant 2 jours, mais ça, c'est une opération de propagande, bravo. Si ça encourage les gens à le faire, et si ça... Mais très honnêtement, c'est pas parce qu'on monopolise tous les moyens, qu'on mobilise tous les moyens sur un week-end, parce que derrière il faut que ça suive, et on n'a pas les vaccins, on n'a pas les doses aujourd'hui pour que ça suive. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé, les médecins ont beaucoup râlé pour vacciner, mais en réalité sur 29 000 médecins inscrits, 9 000 ont été chercher les doses. Je vous parle en connaissance de cause parce que les pharmaciens dans la ville où je suis et avec le grand cabinet que je dirige m'expliquent la situation. Donc on voit bien qu'il y a eu envie des médecins, mais il y a eu difficulté à le faire. On va voir ce que vont donner les pharmaciens. Leur envie a bien été coupée puisqu'on leur a dit faute d'arrivée de doses, vous ne pouvez plus vacciner. 9 000 contre 29 000 inscrits, c'est quand même un peu faiblard. Et en plus, les médecins m'ont expliqué leur difficulté à recevoir des patients par dizaines, à les recevoir un par un, puis ensuite à déclarer, ce qui prenait énormément de temps et gâchait une partie de leur consultation. Ça, c'est exact. Mais les faits sont têtus. Quand vous avez parlé des traitements, M. Jacobelli, le plus mauvais pays les en termes de médecins vaccination. continuent à soigner à l'heure actuelle. Ils donnent des antibiotiques en cas de surinfection, ils donnent de la cortisone avant d'essayer une hospitalisation. Ils font des tas de choses. Mais ils n'ont pas de médicaments, monsieur. Il n'y a pas de médicaments. L'ivermectine dont on a parlé, ça ne marche pas. La vitamine D, c'est une espèce de fantasme. Donc on n'a pas de médicaments. On le sait au quotidien, nous. On essaye de tenir comme le gouvernement. Combien le gouvernement a investi dans la recherche et développement ?
Je demandais à la députée justement, vous ne le savez pas, mais il n'y a pas. Écoutez, moi je suis élu local. Effectivement, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les Parisiens, par exemple, ne sont pas prêts à accepter un nouveau confinement ou de nouvelles mesures de restriction. Et on a un épuisement de la population. Il faut en tenir compte. Et j'ai envie de le dire d'autant plus qu'on leur a quand même dit qu'il faut tenir 4 ou 6 semaines et ça va aller mieux. Et ce que ne supportent plus les gens, c'est qu'on leur dise on va rouvrir ou il n'y aura pas de reconfinement et qu'il y ait un revirement. Donc maintenant qu'on leur a dit s'il vous plaît, tenez encore 4 ou 6 semaines, je pense, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on constate, ils ne sont pas prêts à ce qu'il y ait une nouvelle mesure de restriction. On va rouvrir, madame. Après, on va rouvrir. C'est certain, madame. Oui. Regardez l'exemple d'israël aujourd'hui. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire sans fin. Excusez-moi, le couvre-feu, on voit plus le bout. C'est vraiment une histoire sans fin. Vous atteignez un certain seuil de vaccination. Là, ils sont arrivés aux 5 millions de vaccinés en Israël. Restaurants ouverts, discothèques ouvertes, piscines ouvertes. Ce rythme-là, on sera vaccinés au même niveau en 2023. Voilà. Non, là, on nous a dit dans 4 ou 6 semaines. Après, moi, sur la vaccination, parce qu'on a parlé du week-end dernier, effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a été capable, on a 10 000 doses par semaine à Paris, on a eu 11 000 doses supplémentaires sur un week-end, on a été capable d'utiliser ces doses pour vacciner. Donc déjà, ça veut dire que la question n'est pas la logistique de la vaccination, c'est la logistique des arrivées des doses. Aujourd'hui, la problématique que nous avons comme élus locaux, c'est qu'on a eu finalement cet afflux ponctuel, mais que sur cette semaine, on est à 10 000 doses comme d'habitude et qu'on n'a pas de visibilité sur la montée en puissance. Et ça, c'est ce qui est difficile. On n'a pas de visibilité. Vous les vérifierez en tant que politique, vous les vérifierez. On dit 7 millions de vaccins en mars et 20 millions fin avril. Notre difficulté moi, j'en sais rien. Notre difficulté vis-à-vis des citoyens, aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de leur donner un calendrier de montée en puissance. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même que les EHPAD sont assez bien vaccinés maintenant. Qu'on n'est pas aussi bon sur la vaccination des plus de 75 ans en ville et que dans la tête des gens, effectivement, on fait aussi les tests salivaires dans les écoles, donc on voit des contaminations. Mais la logique, c'est qu'on vit avec le virus et qu'une fois, normalement, que les plus fragiles sont vaccinés, on a moins de complications, on a moins d'engorgement de l'hôpital et on doit pouvoir revivre. Mais là, maintenant, les gens, vous voyez, le côté anxiogène de ça monte, est-ce que ce soir, il y a de nouvelles mesures? Aujourd'hui, ils veulent une perspective. Ils veulent une perspective et ils veulent surtout la garantie qu'on ne va pas leur dire dans 4-6 semaines, vous allez respirer, et que dans 4-6 semaines, on leur dit non, finalement, vous rentrez chez vous. Valérie Gomez là-dessus. Alors déjà, pour dire que bon, je suis à côté d'un professionnel, c'est son métier tous les jours, donc je crois que la personne à écouter sur cela, c'est vous, c'est pas nous, parce que non, bah oui, ça m'arrange, donc je le fais, et c'est surtout que je pense que le plus proche de la réalité, c'est quand même celui qui est sur le terrain tous les jours. Donc ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose, je comprends qu'il y a peut-être un manque de prévisibilité, mais c'est difficile d'être prévisible face à l'imprévisible. On est quand même face à un virus qui, en plus, connaît des mutations, donc c'est quand même difficile. Sur les perspectives, il y a quand même eu des engagements. Vous pouvez pas me dire, on annonce à peu près à des périodes fixes combien il y aura de personnes vaccinées. De mémoire, mi-avril, on sera à 10 millions. Fin juin, je crois, on arrivera à 20 millions. Donc on a 70 millions il y a peu de temps. On a ces perspectives. Vous voyez, ça change tout le temps. Moi, c'est M. Véran qui avait dit ça. Oui, non, mais attendez, toute la population sera vaccinée. Toute la population sera vaccinée. Non, toute la population sera vaccinée à la fin de l'été. Mais vous savez, de créer ce... Mais enfin, franchement, on n'y croit pas. Qui veulent se faire vacciner. Non, bien sûr, mais ça, on n'y croit pas. D'ici la fin de l'été. Ils avaient dit qu'à la fin de l'été, on aurait eu 70 millions de vaccins. Arrêtez vos balles. Non, ils ont dit 70 millions de vaccins et tout le monde a rigolé parce qu'on n'est pas 70 millions. Mais c'était qu'on aurait 70 millions de doses. Ceci dit, il a dit que fin juin. Vous êtes le vérificateur dans cette histoire. C'est-à-dire que vous allez vérifier les chiffres qu'ils ont donnés. Moi, j'ai retenu 7 millions de vaccins pour le mois de mars et 20 millions pour le mois d'avril. Donc on verra. La démonstration, c'est aussi que ce terme que personne n'utilise, là, les barnums à vaccination, c'est ce qui marche le mieux. En fait, quand vous mettez une tente et que vous mettez des tas de gens, des pompiers qui accueillent les gens, etc., c'est ce qui marche. Ça marche mieux que les pharmacies, ça marche mieux que les médecins. Voilà. Alors regardez ce reportage de TF1 hier qui s'est demandé si la France allait tenir le rythme de la vaccination. A priori, ça va être compliqué. Un peu plus de 100 000 injections par jour en France, mais depuis aujourd'hui, les futures livraisons de doses inquiètent à nouveau. Alors pourra-t-on tenir cette cadence ? Difficile à croire car certains laboratoires accusent d'importants retards de production. Voici les toutes dernières prévisions du ministère de la Santé. En mars, AstraZeneca livrera 6 millions de doses. C'est 400 000 doses de moins que prévu. Et en avril, les retards vont s'accumuler. Regardez, la France devait recevoir tout vaccin confondu, 34,7 millions de doses. Finalement, elle n'en recevra que 29,2 millions. Alors le gouvernement va-t-il revoir ses ambitions à la baisse ? Pour l'instant, son porte-parole s'en défend.
Je maintiens les objectifs qui ont été annoncés par le Premier ministre et le ministre de la Santé la semaine dernière s'agissant de notre campagne de vaccination. Le Premier ministre veut vacciner 10 millions de Français d'ici la mi-avril. Difficile d'y croire dans ce centre de vaccination. Ici, il manque déjà des doses Pfizer et Moderna. Laurent Jacobelli. Bon, les faits sont têtus. Je le disais tout à l'heure, la réalité est là. J'aimerais me tromper, Madame la députée. J'aimerais que les doses arrivent. Mais vous voyez, il y a un écart. Moi, ce que je ne comprends pas, et vous aviez raison, il faut se référer aux scientifiques. Il y a une étude du CHU de Toulouse qui montre que le couvre-feu ne sert pas. Il y a une étude de l'Institut Pasteur qui montre qu'on ne se contaminerait pas dans les lieux de culture ou dans les petits commerces. Pourquoi est-ce que vous continuez à faire une territorialisation punitive et non pas une territorialisation optimiste et positive? Pourquoi, là où le virus circule peu, on ne rouvre pas les cinémas, les salles de théâtre? Pourquoi on n'expérimente pas? Pourquoi on n'expérimente pas de manière sanitaire l'ouverture des restaurants, quitte à contrôler effectivement les flux de population? Mais il est temps de tenter des choses. On ne peut pas garder notre société sous le boisseau sous prétexte d'un certain nombre de données qui s'avèrent être des mensonges. Bon, pour l'instant, en tout cas, de toute façon, il n'y a pas de réponse à ça. Juste, je voudrais, docteur, que vous réagissiez à cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants, justement. Le Danemark, alors ça ne va pas rassurer les gens, le problème c'est qu'on est obligé de la donner, mais ça ne va pas rassurer les gens. Le Danemark vient d'annoncer suspendre jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 à cause de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées. Cette suspension est provisoire dans l'attente de nouveaux résultats. Elle intervient après, je cite, des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec AstraZeneca. C'est ce qu'indique l'Agence nationale de la santé, tout en soulignant qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins. Alors jusqu'à présent, à ce jour, on n'a pas eu de cas de ce genre en France, ni dans d'autres pays. Les premiers cas rapportés viennent du Danemark. La problématique de ce genre de situation, d'abord c'est intéressant parce que ça montre que c'est très surveillé. La problématique de ce genre de situation, c'est de rapporter la cause des caillots sanguins. Est-il exact que ce soit AstraZeneca ou est-ce que ce sont des gens qui avaient une pathologie cardiovasculaire sous-jacente qui la décompensent à l'occasion ou de façon tout à fait concomitante du vaccin sans aucune relation entre l'un et l'autre? On n'a pas eu ça à l'heure actuelle. Par contre, c'est bien, il va falloir absolument le surveiller. Je rappelle qu'au tout début, avec Pfizer, on a eu exactement le même problème. On a eu des décès avec Pfizer. On a cherché à voir si c'était le vaccin qui donnait ça, puis ça a été non. Une petite réponse à M. Jacobelli. Je voudrais vous rappeler je voudrais qu'on reste sur les vaccins quand même, parce qu'il y a aussi l'Autriche qui avait annoncé cesser d'administrer un lot de vaccins AstraZeneca après le décès d'une infirmière. L'Agence européenne des médicaments a annoncé qu'une enquête préliminaire n'avait pas établi de lien. Mais est-ce qu'il y a un problème avec ce vaccin AstraZeneca? À ce jour, on n'en a pas en France. À ce jour, on n'en a pas à ce jour en France. Je ne peux rien garantir. Je ne sais pas s'il y a une causalité entre l'administration du vaccin et une maladie, quelle qu'elle soit. Je ne la connais pas. C'est dévastateur, ce type d'info. Je sais que c'est dévastateur. On vient de la dévaster en disant ça. On vient de dévaster, il y a des gens qui ont peur. À ce jour, quand même, je rappelle que la première dose du vaccin AstraZeneca protège lourdement des risques de formes graves. Donc je suis désolé, mais dans le contexte actuel, il vaut mieux éviter une forme grave que de risquer de ne pas faire le vaccin. Est-ce qu'on peut demander à être vacciné avec AstraZeneca? Vous pouvez demander, c'est vous qui prenez le risque. Moi, personnellement, je le ferais malgré tout si j'étais en situation de le faire. On ne peut pas choisir, nous dit Nelly Garnier. On ne peut pas choisir son vaccin. Non, aujourd'hui, on ne peut pas choisir. Ça dépend des allottements. On peut refuser, en fait, si on vous dit, vous vous inscrivez pour vous faire vacciner, vous allez voir, si on vous dit AstraZeneca, vous pouvez répondre non. En fait. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'effectivement, il faut de la transparence parce que ce genre d'informations, elles nuisent. Et par exemple, quand on parle des personnels soignants, pourquoi dans les EHPAD, les personnes âgées ont accepté beaucoup plus de se faire vacciner? Parce que les EHPAD, ils ont du Pfizer, les personnels soignants dans les EHPAD ont de l'AstraZeneca. C'est-à-dire les résidents ont du Pfizer, les personnels soignants ont de l'AstraZeneca. Donc il y a moins de confiance. Donc il faut que la transparence permette la confiance parce qu'on a effectivement tous intérêt à ce que la vaccination progresse et qu'il y ait une acceptation par la population de ces vaccins. Juste un sujet sur AstraZeneca. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de le faire vérifier, mais à toute allure. Ça veut dire que dans la semaine qui arrive, on doit avoir une réponse certaine sur oui ou non, il y a une cause. Et juste une petite précision, je l'entends sur aucune antenne. Tous les gens contaminés sont des gens immunisés. Ça veut dire que quand on parle de 5 millions de personnes qui sont vaccinées en France et de 4 millions de contaminés qui ont eu le Covid, ces 4 millions sont immunisés. Donc on arrive quand même à un seuil de 4 millions. Et chaque jour, quand on a 25 000 contaminés, pour ceux pour qui ça va bien se passer, ce sont des gens qui sont immunisés pour plusieurs mois. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention dans la réouverture à tenir compte de ce paramètre, c'est-à-dire que avoir eu le Covid et s'en être sorti correctement, c'est une façon d'avoir eu une forme de vaccin. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous dans un instant, les 12 dernières minutes, et on va recevoir
recevoir justement un responsable qui s'appelle Bernard Cron, qui publie un livre qui s'appelle Blouse blanche et colère noire. Il est membre de l'Académie nationale de chirurgie, vice-président de l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris, et il publie un livre terrible sur l'état de la santé en France. Il sera avec nous dans un instant.